loi sur la santé publique, décrétée en décembre 2001, suite aux problèmes qu'on a connus aux États-Unis le 11 septembre 2001, la loi décrète que le ministre, à son article 118, le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans toute ou partie du territoire. Il peut déclarer un état d'urgence sanitaire et à l'article 123, au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, c'est-à-dire le Code civil, le gouvernement ou le ministre, s'il a habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire. Voici le problème. Donc, vous me dites, on est dans une situation où on anticipe le pire, un gouvernement pourrait arriver, mettre une loi là et faire en sorte de dire, vous durez, vous passez, puis on vous vaccine. Le ministre peut, Dr Bolduc, peut, dans les 48 heures, s'il y a urgence, le décréter lui-même. Seulement le docteur peut le faire. Et un juge de la Cour municipale peut forcer un citoyen à aller subir le vaccin. Alors, je trouve ça incroyable que le Code civil décrète que c'est un juge de la Cour supérieure qui peut obliger des soins quand ils sont requis. D'ailleurs, la jurisprudence en matière de soins requis, dans le Code civil, à l'article 16, on a décrété que ça comprenait les soins préventifs. Donc, la question est réglée. C'est pas juste les soins curatifs. Alors, la personne qui dit, c'est pas un soin curatif, ça, c'est un soin préventif. On l'a inclus. Alors, déjà, les cours se sont enlignés sur le sujet et ont décrété que ça comprenait. Donc, on doit en déduire qu'ici, en Cour supérieure, étant donné que ça a déjà été décidé, la question ne se soulève plus. Mais ce que je trouve absolument... Qu'est-ce que vous voulez dire? Parlez-moi pas d'avocat. Là. Quand la question ne se soulève plus, ça veut dire que... c'est accepté d'emblée. D'emblée, on peut avoir quelqu'un, un homme peut dire, tout se vaccine. Un seul docteur dans la province de Québec peut obliger la province au complet d'être vacciné. Et c'est la loi. Maintenant, un juge de la Cour municipale et de la Cour du Québec, mais j'en viens pas quand j'ai vu ça, Cour municipale. Ça, c'est même pas l'étiquette, là. Alors, remarquez bien, je ne vais pas dénigrer les juges. Non, pas du tout, c'est pas mon discours. C'est que d'une part, vous avez la Cour supérieure quand c'est les soins requis, et puis tout d'un coup, le gouvernement du Québec... C'est le même gars qui va me donner l'étiquette. Que c'est la Cour municipale. Bon, maintenant, moi, ce que je dis publiquement, voici mon opinion, parce que je réfléchis... Allez-y, puis après ça, on va à la pause. Mon opinion. Si jamais le gouvernement décrète, ou le ministre ou le gouvernement décrète une telle état d'urgence, il va y avoir une réticence absolument jamais vue au Québec. Jamais vous aurez vu autant de désobéissance civile. Ça n'a même pas... on ne réalise pas à quel point il va y avoir obstruction à cette loi-là. Et ça, il faut y songer. Pour d'autres choses que des seules raisons médicales. Écoutez, faites votre propre enquête. Vous avez un blog. Demandez à la population, voulez-vous un vaccin forcé par une multinationale qui a des intérêts financiers? Pour une grippe qui, à date, écoutez, ça circule partout sur le net. Il y a quelques centaines de morts dans le monde. Et il y a des 50 000 morts, 100 000 morts des grippes ordinaires. On ne comprend pas. Et c'est mur à mur, partout sur le net, vous voyez ça. Alors, la population n'est pas dupe. Si on impose un tel vaccin, il va y avoir révolte. Je veux dire, là, et tous les discours sont ouverts. On entend de part et d'autre. Vous parliez tout à l'heure de vastes conspirations. Mais je vous dis, mon opinion, c'est imaginez, un juge d'une cour municipale va obliger un individu de prendre un vaccin et sur 1 sur 40 000, il y a décès, admettons, et la personne qui est obligée d'aller prendre un vaccin forcé décède, ou son enfant décède. Imaginez l'impact, et puis les jurisprudences ont déterminé que le bien public l'emporte sur le bien de l'individu. Donc, s'il y a décès à l'occasion, puis ça, là, je vous dis pas ça en n'ayant pas fait de recherche, mes recherches sont faites. Allez sur le nvic.org aux États-Unis, c'est l'organisme le plus sérieux en matière d'analyse des vaccins et des effets secondaires. Il y a des dommages collatéraux du vaccin. C'est le fun, cette loi-là, pour eux. Ben oui, c'est ça qui leur ont permis aussi de contracter des contrats gré à gré, sans appel d'offres. C'est la numéro 7, faire les dépenses et conclure les contrats qu'ils jugent nécessaires. C'est celle-là qui est vraiment épouvantable, les fameux gré à gré, plus de... Je ne sais même plus, j'ai pas retenu le chiffre de contrat gré à gré. Ça veut dire qu'un contrat a été donné par le gouvernement. D'habitude, on essaie de faire des soumissions pour que soit retenu le meilleur projet à meilleur coût pour que ça perdure dans le temps puisque c'est nos sous, c'est notre argent, notre héritage patrimoine. On se rappellera aussi la commission Charbonneau, là, ça fait pas si longtemps que ça. Ce qui s'est passé, le scandale avec toutes les enveloppes brunes, les contrats gré à gré. Tout ça, il faut s'en rappeler, là, c'est justement pour protéger
notre système de ce genre de personnes ou de magouilles que c'est fait un peu, que c'est fait comme c'est là. Là, si on commence à permettre des contrats gré à gré, c'est que tu donnes des contrats à tes amis, puis tu dis même pas ce que c'est le projet au complet, là. Que vaut la parole du gouvernement de la CAQ et quel bilan faire de la CAQ sur le plan de la franchise et de la fiabilité? La CAQ a dit, le premier projet de loi que je ferai, c'est une loi abolissant les nominations partisanes, et je vous donne quelques citations de l'époque là, pour vous montrer à quel point c'était un engagement solennel et formel. Le ministre de la Justice avait affirmé « Il faut que le gouvernement arrête de donner des jobs à ses chums. » Fermez les guillemets. Il faut mettre un terme aux nominations partisanes dont le Parti libéral est le maître incontestable. Si le gouvernement Couillard n'est pas prêt à poser les gestes nécessaires, un gouvernement de la CAQ le fera une fois élu en octobre 2018. Vous imaginez, on est en 2023, puis rien n'est fait. Juste rappeler aussi les paroles de François Legault. Les cadeaux et les nominations partisanes aux petits amis, c'est terminé. Puis tu veux juste donner de l'argent, tu sors de l'argent, puis ben c'est ça. Il y en a qui s'en mettent plein les poches. Je vais mettre Maître Valois, puis après ça, on ira avec tes commentaires. Allons poursuivre cet échange avec Maître Valois et la parole appartient au député de Néligan. Maître Valois, merci beaucoup. Excellente présentation. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ah, excellent. C'est très clair. Je vais vous citer et je vais vous demander, première question, est-ce qu'on a besoin de ce projet de loi pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire? La réponse est la même que celle fournie par mon collègue Louis-Philippe Lampron. La réponse est non. Donc, deux experts qui nous disent aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de ce projet de loi pour lever l'état d'urgence. Merci pour la précision. Je vais vous citer. La prolongation de l'état d'urgence par le gouvernement dans le projet de loi 28 vise des fins autres que la protection de la santé de la population. C'est toute une déclaration venant de votre part, mais comme j'ai en face de moi une juriste qui pèse ces mots, ça m'intéresse de savoir c'est quoi ces fins autres que la protection de la santé de la population. Pouvez-vous donner des exemples? Pourquoi le gouvernement veut absolument ce pouvoir? À mon avis, les pouvoirs que le gouvernement veut garder concernent surtout certains alinéas de l'article 123. Oui, le 7. Et entre autres, et on peut le comprendre pour l'article, le paragraphe 3, ordonner à toute personne, ministère, organisme, de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession. C'est ce qui fait qu'à l'Université de Montréal, nos données personnelles ont été transmises au gouvernement pour vérifier l'état de vaccination du personnel de l'Université de Montréal. Il y a aussi le paragraphe 7, l'alinéa 7, faire les dépenses et conclure les contrats qu'il juge nécessaires. Et le fameux alinéa 8, ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Alors, le gouvernement nous dit que nous avons besoin du maintien de l'état d'urgence pour continuer, prolonger des contrats, pour embaucher du personnel, pour donner du personnel non qualifié de manière générale, selon les lois professionnelles, et également là, pour la gestion des ressources humaines dans le réseau de la santé. Ma réponse est que le pouvoir d'urgence est un pouvoir qui est exceptionnel. Et si on veut maintenir ces mesures-là qui n'ont rien à voir avec la santé de la population, il faut le faire de manière précise. Dans le projet de loi, on aurait dû le faire bien avant. On aurait dû, avec les 168 autres lois qui ont été débattues. 168, Alex, les lois pendant la crise, pendant que le gouvernement de la CAQ était majoritaire, pendant que les gens capotaient sur un problème, pendant qu'on leur faisait peur puis qu'on tapait sur le clou pour un autre.
Ils ont, pendant ce temps-là, se sont tapés 168 lois qu'ils ont voté, la loi 2, la loi 15, la loi 58, la loi 21, nomme-les 168 projets de loi. C'est du jamais vu, hein? Elle fait bien de le souligner. Maître Lampron, pour répondre à ta question, c'était lors de la commission sur la loi sur la santé publique alors qu'on n'était plus en pandémie. C'est donc que la date des débats ont commencé le 19 octobre 2021 au 28 août 2022 pour dire par des experts qu'on n'avait pas besoin de la loi pour arrêter les mesures, que les mesures, surtout l'article 7, n'étaient pas là nécessairement pour protéger la population. Et je vais même continuer aussi ces propos parce qu'elle va beaucoup plus loin que ça. Là-dessus et voté par l'Assemblée nationale, on aurait dû faire cet exercice beaucoup plus tôt. Il n'est pas trop tard pour le faire. Et au lieu de lancer un ballon, et je m'excuse d'utiliser cette expression-là la semaine dernière, en proposant de prolonger tous les décrets adoptés depuis la déclaration d'état d'urgence, on aurait dû mettre dans la loi les mesures spécifiques et proposer des amendements à des lois, comme on le fait dans plusieurs projets de loi, pour justement permettre aux professionnels de vacciner les personnes. C'est très, très clair. Je vous remercie. C'est très clair. J'espère que les Québécois vont écouter vos propos parce que c'est très clair. Vous dites aujourd'hui que ça ne sert à rien, un projet de loi pour lever l'état d'urgence. Vous avez clarifié beaucoup les fins autres que la protection de la santé. J'espère que les Québécois, et d'ailleurs on va partager vos propos parce que c'est tellement pertinent et très clair. Je reviens à une autre question. Vous avez dit l'évolution de la pandémie et les progrès de la vaccination ne justifient plus le maintien de l'état d'urgence. On a même entendu le Premier ministre qui disait que du moment qu'il est vacciné, les symptômes, ça ressemble à un rhume. Tout à l'heure, j'ai posé la question au directeur national de la santé publique, du moment que on a une bonne majorité, on se vante qu'on a une bonne population vaccinée au Québec. Et donc, selon les propos du docteur Boileau, ça ressemble à un rhume. Mais aujourd'hui, le gouvernement demande des mesures exceptionnelles jusqu'au 31 décembre 2022. Pourquoi, selon vous, le gouvernement tient à ce pouvoir? C'est quoi? Quel justificatif, selon vous? Alors, au mois de mai 2021, sur le site de Radio-Canada, on rapportait les propos de M. le ministre Christian Dubé, qui admettait que la continuation de l'état d'urgence donnait une flexibilité au gouvernement. Comme juriste, je crois qu'on ne peut pas, dans la même phrase, parler d'état d'urgence et de flexibilité. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens et je maintiens qu'on doit mettre fin à la déclaration d'état d'urgence et que s'il y a des mesures qui doivent être continuées, elles doivent être faites en dehors de l'état d'exception. Et je voudrais juste vous dire que c'est ma position, mais que je m'appuie, comme vous avez peut-être pu le voir dans mon mémoire, sur les propos de trois juristes d'exception qui sont professeurs en administration publique, professeurs en santé publique à l'Université d'Ottawa et qui ont écrit un texte qui s'appelle, et permettez-moi de vous le citer, « L'état d'urgence sanitaire au Québec, un régime de guerre ou de santé publique ». Je l'ai lu et je vous remercie, mais c'est tellement intéressant ce que vous dites, professeur, et je vous remercie parce que ça remet les pendules à l'heure. Ce gouvernement qui gouverne par décret et sondage depuis mars 2020, et vous avez vu les sondages. Dans un état de droit, mon rôle en tant que législateur, c'est contrôler l'action gouvernementale. C'est ça mon rôle. Votre rôle en tant que juriste, c'est contrôler l'état de droit. Pensez-vous que
l'état de droit en fonction de ce que vous avez sur la table aujourd'hui. Un gouvernement qui gouverne par décret, qui centre sur toute chose, y compris sur la popularité de ses ministres, est à respecter l'état de droit, sachant que le rôle de l'opposition est réduit. On n'existe presque plus. Je crois que l'état de droit aurait dû permettre le débat des mesures sanitaires devant l'Assemblée nationale, au moins depuis la fin de la première vague. Ils ont fait une interprétation d'un article de projet de loi d'une manière délibérée pour renouveler l'état d'urgence hebdomadaire, comme aujourd'hui ils ont signé le 107e décret, au lieu de venir chaque mois demander l'avis des membres, des autres élus du peuple. Il y avait deux choix. Pourquoi ils ont opté pour l'hebdomadaire versus le mensuel? Selon vous, c'est quoi votre interprétation? Mon interprétation est que le gouvernement ne... Juste avant d'aller entendre son interprétation, je voulais juste vous présenter cet article de loi dans dont il parle, le 119. Le 118, le gouvernement peut mettre il peut déclarer l'état d'urgence. 119. L'état d'urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours. That's it. 10 jours à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d'autres périodes maximum de 10 jours ou avec l'assentiment de l'Assemblée nationale. Ce que M. Bernadji dit, c'est que nous, les députés, notre job, c'est de protéger, notre job, on est élus, donc on doit représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Puis pourquoi qu'ils ont choisi de nous tasser? Pourquoi qu'ils ont choisi de remettre ça à coup de 10 jours, 10 jours? Il y en a eu, au moment où il parle, il y en a eu 107, mais en tout, il y en a eu 118 renouvellements comme ça, sans jamais obtenir l'assentiment de l'Assemblée nationale pour des périodes de 30 jours. Si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut déclarer l'état d'urgence sanitaire pour une période maximale de 48 heures. Pas vraiment ça qu'on a vécu, hein? Mais la 119, c'est ça, ça l'a passé en cours là, avec l'arrêt Bricka, que tu connais parce qu'on en parle quand même régulièrement, là, puisqu'on est dans les procédures. C'est pas mal avec ça que les procureurs essaient de nous coincer. Mais oui, parce que ça a déjà été jugé. Ouais, mais c'est ça, ton point est intéressant, puis c'est justement, là, j'ai hâte de l'entendre parler. Parce que la différence entre les deux, c'est que de 10 jours en 10 jours, tu as juste besoin du ministre. Puis, alors que le 30 jours, tu as besoin de l'Assemblée au complet. Pourquoi ils ont fait ce choix-là, demande le député Denis Ligan, alors qu'il sait très bien pourquoi il l'a vécu. Oui. Il l'a vécu. Il s'est senti inutile comme une plante verte. Fait qu'on va aller, mais c'est ça que je voulais que les gens comprennent. On va aller continuer. La réponse de Maître Valois est super intéressante. Tu as raison. Discuter, ne voulait pas que les mesures soient débattues et voulait limiter les questions et les remises en question de l'Assemblée nationale aux périodes de questions, ce qui, à mon avis, est insuffisant. Il ne respecte pas la primauté du droit législatif sur l'exécutif. Pensez-vous que le droit législatif a été bafoué? Je crois que le rôle qu'on a de façon délibérée évincé le rôle de l'Assemblée législative, formée de représentants élus. Vous avez vu le projet de loi, il n'y a pas de reddition de compte, encore une fois, il n'y a pas d'état de rapport d'événement. Comment vous qualifiez que la volonté du gouvernement de dire qu'il veut maintenir l'état d'urgence avec les 5 arrêtés jusqu'au 31 décembre et non pas une autre date? C'est quoi votre interprétation en tant que légiste? Ouais.
mon interprétation est qu'on veut maintenir l'état d'urgence au moins jusqu'après la formation du prochain gouvernement. Et qui sera vraisemblablement là au mois de novembre. La lecture, elle est plus élection. On va avoir le pouvoir total. On ne veut pas renouveler d'une manière hebdomadaire. On va plus casser à renouveler chaque semaine. On veut un décret jusqu'à la fin de l'année parce qu'on a une élection au mois d'octobre. Je crois que c'est l'objectif de ce projet de loi-là. Et en même temps, une loi, c'est disons, un peu symbolique en disant à la population, on veut mettre fin à l'état d'urgence, mais ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on annonce qu'un projet de loi serait déposé. Et je crois qu'il aurait dû être déposé bien avant. Ouais, faire semblant à la population qu'on met fin à l'état d'urgence, c'est ça votre propos? Je ne dis pas faire semblant, je dis qu'il y a un symbole et on veut maintenir l'état d'urgence jusqu'au moins après les élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Justement, quand elle parle du symbole, c'est ça qu'on nous rabat sur les oreilles à chaque fois. L'état d'urgence est fini. Il y a une loi qui a été votée. Les décrets sont donc théoriques. Ouais. Parce qu'il y a une loi qui a été votée. Donc, c'est ça le symbole. À ce moment-là, on ne pouvait pas le savoir. Elle ne pouvait pas le deviner. Mais maintenant qu'on est en cours, on le voit très bien, là. Ouais. Juste rappeler aussi les paroles de François Legault. Les cadeaux et les nominations partisanes aux petits amis, c'est terminé.